Donc, la dernière conférence de la trinationale était 3 jours après l'élection de Donald Trump et pendant cette conférence, nous avons analysé toutes les conséquences possibles de l'élection de Donald Trump. Et depuis, les conséquences ont vraiment explosé. Donc maintenant, notre capacité à penser différemment, d'analyser différemment les différentes batailles à travers les États-Unis et comment notre capacité à travailler ensemble, à la fois avec la réalité de nos contextes locaux, mais aussi les menaces qui arrivent de l'extérieur. Et la clé de du succès de toutes ces luttes syndicales seront la solidarité. Donc, je suis vraiment très heureuse de présenter différentes personnes conférencières qui vont présenter 3 contextes différents. Et nous allons avoir 3 types de solidarité et de résistance. Donc, nous allons commencer avec 15 minutes de présentation par personne et nous ouvrirons la discussion après. La première personne panéliste sera Maria de la Luz Arriaga. Elle est professeure à l'Université nationale autonome de Mexique. Elle est la cofondatrice aussi de la coalition trinationale dans l'éducation et elle représente la section mexicaine de la trinationale. Par la suite, nous aurons Nadia Elisa Diaz, qui est une activiste de Cuba, membre du syndicat national des travailleurs de l'éducation, des sciences et des sports, et elle agit comme secrétaire générale. Et enfin, nous aurons Jackson Porter du syndicat des professeurs de Chicago, activiste et présentement vice-président de ce syndicat. C'est parti. Alors, je suis très heureuse d'être présente ici et de me tenir à côté de mes camarades de Cuba. Je suis également très heureuse d'être accompagnée de mon camarade des États-Unis, Jackson Porter, du syndicat des professeurs de Chicago. Je vais débuter. Je vais parler de la vision générale du contexte qui agit actuel, de ce moment historique des attaques répétées des États-Unis dans ce contexte. Nous vivons dans un contexte historique et un moment historique, dans une crise civile, une crise du capitalisme qui a des conséquences économiques, politiques et sociales très importantes.
Les grands les grandes oligarchies financières et les milliardaires recourent à l'imposition d'un impérialisme néofasciste dirigé par Donald Trump, les gouvernements des États-Unis, mais aussi de l'Israël avec Benjamin Netanyahou. Donc je répète, cet impérialisme néofasciste emmène un pillage des territoires, mais aussi des ressources naturelles et des droits sociaux des peuples. Et ses conséquences est qu'ils exercent un pouvoir directement, sans passer par les politiques traditionnelles. Et dans cette escalade des conflits, le génocide en Palestine semblait être une limite difficilement atteinte, mais les agressions contre le peuple continuent, et notamment les guerres en Iran et au Liban, qui n'arrêtent pas de s'envenimer. Donc maintenant, pourquoi débattre de l'offensive de Trump dans les Amériques? Parce que ce continent est un espace commun. Et surtout, on voit très régulièrement qu'il y a, depuis son mandat, plusieurs actions qui ont été menées sur l'imposition des tarifs douaniers, mais aussi les menaces sur le Canada par rapport au 51e État, les interventions militaires. Et donc, Marie-Louce évoque les différentes agressions qui ont été menées depuis le deuxième terme de Donald Trump, mais aussi les attaques récentes contre le Groenland. Je crois que je crois que c'est important de prendre en considération tout ce que je viens de nommer dans le contexte actuel. Et les politiques internationales de Donald Trump ont dépassé les attentes dans le mauvais sens du terme, notamment les passages d'une pression économique à des agressions directes, la définition du contrôle du continent américain comme un enjeu de sécurité nationale pour toutes les raisons possibles, et cette guerre face à la Chine pour contrer l'influence du développement commercial que la Chine et les BRICS ont. Et un autre exemple est le retour nécessaire pour Donald Trump du contrôle du Panama. C'est encore une autre escalade mondiale. Dans la lignée de toutes ces actions, il y a le renforcement du blocus aussi et des agressions envers le Venezuela, avec notamment les enlèvements présumés du dirigeant et le blocus pétrolier, les interventions militaires et toutes les récentes attaques.
Et maintenant, j'en arrive à présenter le renforcement du blocus contre Cuba et notamment tous les enjeux liés à l'accès à l'énergie, à la santé, à l'éducation, mais aussi à l'impact sur les alimentations et les produits de première nécessité. Il a également mis de la pression sur le gouvernement de la Colombie et maintenant il voit que les attaques aussi contre l'Iran, avec la collaboration de l'Israël et les risques d'escalade mondiale, tout ça sont des exemples des attaques multiples. Et maintenant, il y a aussi de la résistance internationale, notamment la résistance iranienne, qui a contraint Trump à négocier. Nous nous réveillons des fois avec la peur que la mobilisation entame de telles conséquences, qu'il y ait une guerre nucléaire. Et nous voyons bien que les attaques de Trump l'emmènent à négocier, car il y a une résistance qui se crée, et l'existence de la résistance iranienne est un exemple. Mais il y a aussi des mobilisations populaires et la solidarité internationale qui freinent ces ambitions. Et si on regarde d'autres exemples de mobilisation, il y a les flottilles mondiales vers Gaza, avec notamment 1000 participants qui viennent de 40 pays, avec du matériel pour les écoles qui sont acheminées à Gaza, et c'est une très belle solidarité. Il y a aussi la conférence internationale antifasciste à Porto Alegre qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Il y avait 2000 personnes participantes provenant de 40 pays. Et donc, il y a eu cette décision d'organiser 2 conférences régionales en Amérique latine, en Argentine, et en Amérique du Nord, le Mexique, États-Unis et le Canada. Donc, sur les perspectives syndicales et les agendas, il y a et donc il y a énormément de capacités pour les perspectives syndicales pour mettre un frein à cette impérialisme, notamment avec la mobilisation syndicale, l'engagement des communautés et l'action des peuples. Et donc les manifestations auprès des États-Unis sont en croissance, notamment sur les enjeux migratoires, et les organisations de manifestations sont en hausse et sa popularité baisse. Et donc il y a des orientations stratégiques qui ont été prises à la dernière conférence de Saint-Antonio de la Trinationale en 2024, notamment la nécessité d'avoir des actions coordonnées à l'échelle nationale et internationale, et aussi de construire de larges fronts syndicales, avoir des mouvements populaires
et renforcer nos liens avec les communautés. Le programme de lutte dépassant les enjeux strictement corporatistes sont nécessaires pour aller défendre les droits des travailleurs. Et donc, je voudrais terminer par annoncer certaines revendications communes que nous avons, notamment que nous sommes opposés à la guerre, que les génocides sont des atrocités et que nous les dénonçons. Et là aussi également la fin des assassinats des enfants et la protection des écoles et des hôpitaux pour respecter la vie. Et la diversité nous unit. Et c'est cela qui nous permet de nous rassembler pour être solidaires. Donc là maintenant, la vraie question, c'est comment l'éducation doit être placée au centre de cette question, et notamment par rapport à la montée de la droite et cette montée néofasciste, dans le sens où de reprendre le contrôle des contenus et des politiques éducatives qui éduquent et qui permettent aux élèves d'avoir un sens critique et un esprit critique. Et c'est ça le noyau et la clé du succès pour lutter contre la désinformation qui est propagée par ces mouvements-là. Et je remercie l'ensemble des compagnies Rhodes et des camarades du Mexique. Donc merci beaucoup à Marie-Luce et j'irai tout de suite à notre conférencière de Cuba, Naïda Elissa, du Syndicat national des travailleurs de l'éducation, des sciences et des sports de Cuba. Merci de se joindre à nous. Donc d'abord, je souhaite saluer la présence de tout le monde et vous remercier pour être présent ici. Donc je prends la parole ici pour décrier le génocide qui se déroule à l'heure actuelle au Cuba et notamment lié aux conséquences que les États-Unis mettent en place depuis 66 ans. Ils ont bafoué les droits humains et internationaux. Actuellement, ils continuent à prendre des mesures pour nous isoler. Ils gardent la population sous contrôle. C'est un acte d'agression important envers Cuba. Et c'est un événement marquant. Et donc, ça a eu des répercussions et ça a augmenté l'insécurité et il y a eu beaucoup d'augmentation d'intimidation envers les compagnies de notre pays. Il y a eu beaucoup de désinformation vis-à-vis de ce qui se déroule à Cuba et notamment sur le manque de ressources qui a mené à une insatisfaction grandissante de la population cubaine. Et donc, cela vient directement nous impacter sur la croissance économique.
Donc ce scénario ne nous permet pas. L'éducation dans notre pays est historiquement un pilier important pour venir éduquer l'ensemble de la population et actuellement, il est sous les attaques et le blocus économique et politique que le gouvernement des États-Unis nous impose a des conséquences très graves. L Les enfants n'ont plus accès et les étudiants n'ont plus accès à certaines technologies et ils souffrent particulièrement de ce constat. Selon le rapport des Nations unies, le secteur de l'éducation à Cuba a directement des pertes importantes. Les conséquences financières sont très importantes, de hauteur de 98 millions de dollars. Donc, les dommages collatéraux de ce blocus sont importants en termes économiques, mais en termes aussi éducationnels. Les conséquences se voient au quotidien avec des manques cruels de matières premières et de ressources essentielles, ce qui a des conséquences sur la capacité à enseigner. Quand nous parlons de la protection du système de l'éducation, donc de 2025 à 2026, nous manquons de boîtes, de matériel pour finaliser notre capacité à enseigner dans les classes. Plus de 100 000 étudiants de l'école élémentaire manquent cruellement de matériel de lecture, mais aussi de matériel pédagogique, car cela est lié à l'impossibilité d'être approvisionné par les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc nous remercions aussi le Canada pour l'envoi de 66 000 boîtes et conteneurs qui contenaient du matériel pour nous aider, mais aussi d- du matériel de base comme la colle, les gommes, les crayons et les uniformes. Et en plus de ça, s'ajoute notre incapacité à obtenir des matières premières de 1,4 million. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Et ça, ce constat n'inclut pas l'ensemble des besoins pour répondre aux enfants, aux besoins particuliers et les conséquences de ce blocus, notamment l'incapacité d'avoir du matériel, a des conséquences bien plus larges que juste sur le matériel, mais aussi sur la capacité à offrir le service pour les élèves à besoins particuliers. Et donc, il y a des inégalités croissantes aussi pour ces populations qui ont encore besoin de plus en plus d'aide. Donc, l'ensemble de ces constats que je vous partage montrent bien la cruauté de cette politique américaine. Et donc, tout ça rend quasi impossible des, des usines ou des entreprises pour s'approvisionner en matériel. Donc, une très grosse proportion des élèves
souffre de ce problème d'infrastructure et de fourniture. Donc 25% du personnel vit des conséquences directes de ce manque d'approvisionnement. Et donc nous avons une isolation vraiment dramatique de notre pays. Et dans ce monde interconnecté, dans ces chaînes de valeur mondiales qui sont très productives et qui facilitent les échanges, c'est incompréhensible d'être isolé à ce point-là. Nous avons une isolation qui est économique, mais aussi digitale. Et les opportunités de collaboration, notamment sur le partage de données scientifiques et de projets de recherche scientifique, et les capacités des élèves et des enseignants d'avoir accès à une communauté de pratique, une communauté globale. Cela est vraiment terrible. Plus de 16 milliards de dollars de récession. Et je tiens aussi à mentionner que les échanges entre les élèves, entre les États-Unis et Cuba ont tous été annulés dans cette instabilité. Et aucun échange ne s'est donc réalisé depuis le blocus américain. Donc, si je résume, les conséquences de toutes ces politiques ont eu des conséquences immenses sur le système d'éducation. Et si ce blocus continue, il y aura des effets, des externalités négatives directes et indirectes. Et donc tout ça amène au jour des carences très importantes. Et donc le pays en tout entier, le pays tout entier souffre. Et donc il y a une nécessité vraiment d'offrir cette éducation de qualité à toutes et à tous. Et donc la collaboration internationale est nécessaire, notamment pour avoir accès à ces plateformes ces accès de plateformes de collaboration scientifique et universitaire. Pour les éducateurs de Cuba, il faut que toutes nos écoles et nos universités soient ouvertes et défendre notre territoire national face à ces blocus pour le bien-être de nos enfants et donc pour le bien-être de nos enfants, pour maintenir ouvertes nos universités, nous devons nous tenir ensemble et défendre nos droits. Merci pour votre écoute et votre participation. Donc, pour toutes les personnes qui participent, merci de regarder dans le chat. Des informations ont été partagées et notamment les initiatives de Codev avec le mouvement Power Up Cuba qui permettent dans le chat d'aller contribuer et de supporter cette initiative.
Et donc maintenant, nous allons entendre notre dernière personne conférencière de la journée, de la soirée, qui est Jackson Porter, qui est vice-président du syndicat des professeurs de Chicago. Ok, donc on recommence. Donc la misère qui est en train de subir l'ensemble des personnages, l'ensemble des personnes vivant à Cuba et des violations des droits humains. Et donc, et donc les conséquences vécues par le, le gouvernement mexicain, mais aussi par les attaques directes envers le territoire canadien, par le gouvernement américain, et aussi la prise en considération de tous ces tarifs qui perturbent l'économie mondiale. Donc nous avons une administration américaine qui bombarde des territoires et des écoles, notamment en Iran, en Palestine, plutôt que financer et fournir de l'aide alimentaire, mais aussi de l'aide médicale et l'accès aussi aux soins et une éducation publique financée à la hauteur de ses besoins. Et donc, tout ça amène à un gouvernement qui est des plus impopulaires de l'histoire. Je vais le répéter encore, c'est le gouvernement le plus impopulaire jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Donc, il y a énormément de fissures dans la superpuissance des États-Unis. Et nous ne pouvons pas autoriser que ce gouvernement détruise la planète, impose des embargos économiques, il menace avec son arme nucléaire, avec son hégémonie. Et donc, nous devons nous battre contre cette dynamique malsaine que le gouvernement impose. Et je le répète, nous devons, notamment pour le 1er mai, nous rassembler. Et donc, nous devons nous unir pour se rassembler, pour prévenir contre la destruction de nos biens communs, notamment l'école publique et le service public. Et donc, vous devez nous rassembler et être solidaires. Donc, c'est remarquable parce que nous voyons des contestations qui sont impressionnantes, qui ne se sont jamais déroulées auparavant. Nous voyons notamment la mobilisation des associations et des organisations de la protection des droits civils, mais aussi de l'immigration. Et nous n'avons pas vu ça depuis très longtemps dans notre pays, et c'est remarquable. Et il faut vraiment le souligner pour ne pas perdre espoir.
Donc les personnes et les citoyens américains sont très fortement mécontents de cette administration. Et donc la stratégie américaine est d'essayer de déclarer la loi martiale. Et donc c'est à nous de nous mobiliser, travailleurs, travailleuses, des Canadiens, de tout le peuple américain, de tout le peuple mexicain, de se mobiliser durant ce 1er mai, car c'est un tournant historique. Et donc ce réseau américain, No Ice, No War, donc nous voulons taxer les billionnaires et donc de demander à vraiment investir l'argent là où les besoins sont là. Et nous, voilà quelques demandes importantes que notre coalition mène pour le 1er mai. C'est maintenant ou jamais, il faut vraiment se mobiliser. Ce méchant personnage, Donald Trump, essaye de détruire des vies, des millions de vies de personnes sous ces attaques militaires répétées de manière illégale. Et même si ça fait partie des États-Unis, les décisions que nous menons doivent s'opposer à ces décisions des millionnaires. Et nous sommes ici ce soir pour vraiment se rassembler entre Mexicains, Canadiens et Américains, pour être solidaires et rester ensemble pour bâtir ce mouvement et cette coalition trinationale en éducation. Je vous remercie. Et donc, ce mouvement que vous essayez de bâtir, Made it Strong, que vous voyez dans le chat, et donc les déclarations que Marie-Louce a mentionnées dans la déclaration de la trinationale, de se battre contre la montée de la droite et des tactiques qu'il mène. Et donc, André lit la déclaration. Et donc, dans le chat, Jackson a partagé le lien de Mayday Strong de manière à se mobiliser pour voir les actions qu'il a présentées. Et donc, André parle qu'il est important de partager des analyses sur la montée de la droite et comment il se structure dans les coalitions pour bien les comprendre de manière à mieux les combattre. Donc maintenant, je vais ouvrir. Donc, nous sommes un petit groupe, donc ça va permettre une conversation ouverte. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, et je pourrai faire la traduction du français vers l'anglais, bien entendu. Est-ce que quelqu'un veut briser la glace et démarrer la conversation? Alors, Jackson euh, mentionne qu'il est vraiment très triste que le gouvernement américain fasse de tels abus et il demande comment on est capable de fournir de l'aide et de vous supporter à l'ensemble du.
Merci pour votre solidarité, c'est très apprécié. Le son est très mauvais, on entend très mal. Donc c'est pas juste les dirigeants syndicaux ni simplement les travailleurs, c'est tout le peuple cubain. Il y a une campagne majeure. Le son est très mauvais. Alors maintenant, nous allons vers le 1er mai. Et donc, vous allez nous organiser, comme l'a dit le camarade de Chicago, et dans tous les scénarios, nous devons parler à voix haute de la réalité qui est discutée, qui est vécue, pardon. Nous devons rester solidaires et nous devons lever nos voix et exprimer les atrocités que nous vivons face au génocide. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus? Nous pouvons juste demander de la solidarité. C'est ça que nous pouvons demander de la part de la solidarité internationale. Donc, je voudrais poser une question sur quelles sont les conséquences du blackout et de l'impossibilité à se connecter pour pour les Cubains. Est-ce que vous parlez du secteur de la santé spécifiquement ou... Oui. Donc, donc, pour le secteur de la santé, nous avons la tradition. Donc, sans technologie, il est très difficile de soigner les personnes et d'avoir un très haut niveau de connaissances scientifiques et de support. Donc, il y a des conséquences sur différentes dimensions et notamment sur différents champs de l'éducation. Et il continue à travailler parce que l'ensemble du personnel de la santé a un niveau de diplomation très élevé. Et donc, ils sont remarquables car ils continuent. Et donc, cela force à être de plus en plus créatif. Et l'ensemble du personnel médical a un fort degré de conscience professionnelle. Et donc, à chaque jour, nous regardons comment nous sommes capables de continuer à, à, à fournir des soins et à continuer à faire notre travail. Et donc, nous continuons à réfléchir à comment nous sommes capables de continuer à fournir, mais je peux élargir à tous les métiers, pas seulement aux docteurs et au personnel de la santé. Et donc, comme vous le savez, nous avons été bloqués mais par l'impérialisme américain. Mais
Et il y a eu tellement de limitations dans les dernières années. Et donc, le peu d'accès qu'il y a eu en termes d'essence, par exemple, et d'autres ont été dans les secteurs prioritaires et dans les zones prioritaires. Donc, dans chaque secteur, il y a du personnel qui est formé. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fortement et merci beaucoup pour votre solidarité. Merci beaucoup. Et donc, dans une délégation il y a quelques années pour le 1er mai à Cuba, le principal mot a été l'innovation. Et donc au Canada, quand les gens parlent de l'innovation, et donc nous parlons surtout au Canada des innovations multiples de compagnies. Et alors que le mot innovation avait une résonance totalement différente à Cuba. Et donc, notamment sur la capacité à repenser les innovations éducatives et pédagogiques. Et cela m'avait vraiment marqué à l'époque. Et donc, dans le chat, il y a une question. Quels ont été les impacts des envois mexicains envers Cuba? Et donc, je pense que vous avez répondu en partie avec votre réponse précédente, notamment sur certaines aides dans certains secteurs et dans certaines régions. Mais est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Premièrement, je veux exprimer ma gratitude pour la solidarité. Donc, je veux remercier. Donc, je tiens à préciser qu'il y a énormément d'utilisation des médias sociaux pour discréditer les apports et les envois de la part de nombreux pays, de nombreuses organisations, mais c'est pas vrai. Il faut lutter contre cette désinformation. Et donc, je tiens à préciser que nous avons, je tiens à préciser que nous allons dans la rue pour manifester notre mécontentement et que nous allons y arriver grâce à votre solidarité et notamment par la solidarité internationale. Et je suis convaincu de ça. Et donc, nous avons résisté à de nombreuses révolutions. Alors, merci beaucoup pour vos présentations et les Cubains sont organisés et nous sommes et nous encourageons à briser ce blocus tous ensemble. Nous invitons les touristes à venir, à ne pas mettre en cause notre capacité à vous accueillir.
Nous serons toujours là. Nous pouvons partager nos expériences. Et donc, je crois que l'important, c'est de garder notre solidarité envers l'ensemble du personnel de l'éducation. Merci. Et donc, je voulais introduire la seconde personne, qui est la personne responsable des relations internationales pour le syndicat de l'éducation de Cuba. Donc, je tenais à m'excuser de ne pas l'avoir présenté. Et donc, je vais passer la parole à Rosemary, qui a une question. J'ai une question très pratique. Donc, nous avons des personnes très nombreuses de la communauté de Los Angeles. Et donc, euh, je tiens à rappeler les liens qui ont été envoyés dans le chat par rapport aux initiatives de CODEF. Et donc, je tiens à montrer notre solidarité à nos camarades de Cuba. Et donc, je sais qu'il y a énormément de besoins pour le personnel de l'éducation à Cuba, mais je tiens à reformuler ma solidarité envers eux. Merci beaucoup. Oui, juste très rapidement, deux questions, two topics, deux sujets. Au Mexique, pardon, nous avons mis beaucoup de pression. Et donc, j'invite l'ensemble des organisations à mettre la pression sur leur gouvernement pour continuer la pression sur le gouvernement américain pour relâcher le blocus. Et donc, il faut créer une pression internationale. Et je tiens à rappeler que c'est comme un génocide et des conséquences importantes. Le deuxième point, il va être très important de- à la- à l'entente de vos émotions et du témoignage sensible que vous avez fait. Si vous êtes capable de faire un court message pour le 1er mai, que nous sera capable de partager une petite vidéo de 2 minutes même, juste pour nous permettre d'avoir un peu plus. Cela serait très important car ça nous permettrait d'avoir un peu plus de compréhension et de solidarité. Ce serait vraiment très important. Donc nous allons aussi avoir un événement pour le 1er mai. Donc merci de nous la partager.
tant de notre côté que du côté des syndicats de Chicago. Ils seront très heureux de la partager pour leur événement du 1er mai. Donc maintenant, je tiens à respecter le délai et le temps et la durée de la conférence. Alors, s'il y a quelque chose, donc je vous embrasse fortement et nous allons continuer jusqu'au bout. Et nous allons faire un suivi concernant la vidéo. Il n'y a pas de problème. Et, et plus d'unité à travers la diversité. Donc, si vous permettez, nous allons quitter maintenant. Merci beaucoup. Donc, je peux ouvrir s'il y a d'autres questions pour nos deux autres présentateurs, présentatrices, pour Jackson ou pour Marilous. Je vais demander à Marilous si nous pouvons échanger de président. Donc, nous nous battons depuis de nombreuses années pour avoir des transformations structurantes dans notre pays. Et donc maintenant, c'est une réalité. C'est une bataille. Il n'y a pas de capitalisme démocratique, mais une vraie transformation. Et donc, je dis qu'il y a une transformation de la base, des racines. Notre présidente actuelle, de la gauche, plus de la gauche sur l'échiquier politique, est vraiment limitée. Elle est limitée par la conjoncture mondiale actuelle pour faire avancer sa cause. Et donc, nous avons beaucoup de difficultés comme mouvement social. Et donc, comme syndicat national, nous allons continuer à défendre nos liens.
Donc, pour exemple, comme exemple, maintenant, elle a augmenté le salaire minimum. Il y a beaucoup, il y a une diminution de l'extrême pauvreté à travers le pays. Il- il- et donc, il y a eu, donc vous savez que ces techniques, de cette technique agressive envers les politiques économiques de rigueur qui empêchent d'avoir accès à certains biens de première nécessité sont comme une, une répression importante et c'est un débat dans notre pays à l'heure actuelle. Et si nous comparons les deux présidents, Claudia et Trump, c'est sûr il n'y a pas photo. Donc, je veux remercier Rosemary pour l'invitation. J'ai une question pour Marie-Douce. Comment la présidente du Mexique autorise, autorise les actions de Trump? Depuis janvier cette année. Il y avait deux façons d'envoyer du pétrole à Cuba. Donc, donc il y avait en provenance du Venezuela et du Mexique. C'était les deux seuls pays qui pouvaient envoyer le Cuba, à Cuba. Et donc Cuba achetait et donc le gouvernement cubain achetait du pétrole à Mexique. Et donc Trump a mis des menaces pour empêcher n'importe quel pays de fournir Cuba en essence et en pétrole. Donc en janvier, et donc en février, ils ont tout arrêté.
Et donc, l'important est que, donc, il y a une très large portion de la population mexicaine qui s'est opposée à cette consigne de manière à être, j'espère que ça a été plus clair. Donc, il y a environ 10 à 12 villes dans lesquelles il y a des activités organisées autour du 1er mai, un peu comme nous avons vu à Minneapolis en janvier. Donc, nous entendons dans la Caroline du Nord des mobilisations, mais aussi à Chicago, à Madison, dans le Wisconsin. Donc, il y a beaucoup de différents villes dans lesquelles il y a des employés des services publics qui se mobilisent. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit aux États-Unis. Mais ce que nous savons, c'est que les personnes sont de plus en plus inquiètes et sont de plus en plus énervées après les, le gouvernement américain, car ils vivent de paye en paye et les services de santé ne sont pas disponibles et il y a énormément de problèmes. Donc, il n'y a pas que les attaques envers le mouvement syndical et les droits syndicaux, il y a des attaques dans des choses très, très, très basiques. Et donc, il y a des coalitions qui s'organisent avec des gens de différents horizons qui se rassemblent. Et donc, il faut continuer à bâtir ce mouvement. Et donc, il faut continuer à se battre et se rassembler pour se battre pour avoir tout ce que nous devons et ce que nous avons besoin. Et donc, il faut s'assurer que nous continuons dans la bonne direction, à construire des hôpitaux, à pas les bombarder, etc. C'est notre travail. Et donc, Jackson continue les exemples pour dire qu'il faut continuer à rebâtir les services publics. Donc, je vais conclure ce webinaire pour remercier tout le monde qui était là aujourd'hui. Et donc, Jackson nous a partagé l'ensemble des actions liées au May Day, donc au 1er mai. Et donc, il y a énormément de solidarité et d'action qui se fait envers Cuba aujourd'hui. Et l'envoi de matériel hein, est très important et il faut continuer à faire le lobby auprès des gouvernements. Et donc, comme organisation, comme coalition trinationale en éducation, notre prochaine organisation va avoir une conférence à Toronto au mois de novembre, du 14 au 16 novembre prochain. Et donc, l'agenda va être bâti autour de tout ce que nous avons discuté aujourd'hui, et notamment les analyses à travers les Amériques et quelles actions nous pouvons faire pour emmener cette solidarité vers l'avant et continuer à avancer tous ensemble.
Et donc Steve a aussi partagé le lien vers le webinaire. Et donc un autre remerciement pour votre participation que vous faites. Et donc merci à tout le monde. Bonne nuit à tout le monde.